J'ai le plaisir maintenant de refaire un avis d'expert. Et comme expert, j'accueille aujourd'hui François Danger. Bonjour François. Alors François, il faudra Bonjour utiliser le Jean-Marc. micro à l'avenir. Oui, d'accord, oui, ça y est. Ouais. Dis-moi rapidement. François, c'est Groupe Danger. François Danger, c'est de la sécurité, ça ne s'invente pas. Oui, c'est ça. C'est un petit peu le charcutier qui s'appellerait Saucisson, si tu veux aller par là. Oui, oui. Mais on vient d'une famille qui fait de la sécurité, j'allais dire, depuis 1830, puisque je viens d'une famille de pompiers de père en fils depuis 1830. Et tu as devant toi un ancien pompier de Paris. Fantastique, hein. Voilà. Donc vraiment Oui, la sécurité comme leitmotiv, comme engagement aussi, tout à puisque fait. merci aux pompiers Oui, et du coup grande tradition liée à la sécurité. tout à fait. Le groupe d'Angers existe depuis combien de temps et quelle est vraiment sa spécialité, son activité principale? Alors la spécialité du groupe d'Angers qui existe depuis 2005, c'est l'évaluation des risques professionnels et la mise en place du document unique obligatoire, document unique qui rassemble toute l'identification et l'évaluation des risques professionnels dans les entreprises. Alors effectivement, sur Event TV, on accorde beaucoup d'intérêt à la sécurité et c'est pour ça qu'on a sollicité plusieurs experts et je te remercie d'avoir bien voulu C'est moi. venir ici pour expliciter et rassurer les entreprises et les Oui. aider dans l'approche de ce document unique Oui. pour prévenir les risques pour leur personnel. Donc, on entend généralement parler de plus en plus de ce document unique d'évaluation des risques. Oui. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, en fait, le document unique a été créé par une directive européenne de 1989 et puis progressivement introduite dans chaque droit national. C'est-à-dire qu'en 1989, l'Europe s'est réunie autour de cette table ronde, on va dire, et ils ont dit il y a trop d'accidents du travail, on a trop de salariés qui sont blessés, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ils ont décidé d'imposer aux employeurs d'identifier et d'évaluer leurs risques professionnels. Puis ensuite, le calendrier s'est déroulé naturellement et puis chaque pays a introduit en droit national cette obligation. En Espagne, il y a des ordonnances royales. En Angleterre, la même chose. Et puis nous, en France, c'est depuis 2002. Quoi. D'accord. Mais alors, donc depuis le 2002, et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, on a pu le constater sur le terrain, hein, ce fameux document unique est arrivé et a suscité beaucoup d'interrogations au début. Mais en définitive, qui est concerné par ce document unique? Eh bien, à chaque fois, c'est la même démarche. On va regarder ce que dit le Code du travail à main gauche et puis à main droite, on va regarder comment répondre aux obligations du Code du travail dans telle ou telle entreprise. Le Code du travail fait référence à la notion d'employeur. Alors, la réponse, c'est toutes les entreprises à partir du premier salarié, que les entreprises soient publiques ou privées, que ce soit des associations, des clubs sportifs. À partir du moment où il y a un salarié, on doit mettre en place le document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc si je récapitule, toute structure, quel que soit son statut juridique, doit mettre en place Absolument. un document unique Absolument. à partir du premier salarié. À partir du premier salarié. D'accord. C'est une obligation. C'est complètement obligatoire d'ailleurs, puisque en fait, l'absence de réponse à cette obligation est sanctionnée pénalement. Déjà, pour commencer, puisque le législateur a prévu une amende pour les entreprises individuelles, c'est une amende de 5e classe, 1 500 €, mais du fait de l'effet levier de la loi Perben de 2005, toutes les structures disposant de la personnalité morale, c'est multiplié par 5, c'est le quintuple, donc c'est une amende de 7 500 € qui est mise en place en cas d'absence de ce document unique. D'accord. Et ce n'est pas la pire des choses, puisque la pire des conséquences de l'absence de document unique, c'est cette fameuse faute inexcusable de l'employeur, c'est-à-dire le recours d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle contre son employeur en utilisant les procédures qui sont les procédures de la sécurité sociale. Et là, les indemnisations d'accident du travail, enfin les coûts pour l'entreprise, les coûts moyens se chiffrent aux alentours de 100 000 € par accident ou par maladie professionnelle. D'accord. Ouais. Du fait de l'absence. Absolument. C'est une condamnation systématique. Aujourd'hui, la jurisprudence est constante là-dessus. C'est une condamnation systématique de l'employeur.
D'accord, on va dire donc c'est une double peine Ah bah absolument. Ouais. automatique, Ah ouais, absolument. très très grosse amende, Ah oui. plus Ouais. évidemment on va dire que les Ouais. requêtes du salarié blessé se retrouveront nettement Oui, oui, confirmées. oui, tout à fait. Le juge considère que l'absence de document unique, à partir du moment où c'est obligatoire d'évaluer les risques professionnels auxquels l'employeur soumet et expose ses salariés, l'absence de document unique, c'est une négligence. C'est une négligence et un mépris de la santé et de la sécurité des salariés. D'accord, donc on va dire qu'effectivement c'est une faute qui revêt un caractère particulièrement grave. Très grave. Mais pour autant, l'employeur ne doit pas, on va dire, se soulager de cette obligation en faisant n'importe quel type de document. Ce document, est-ce qu'il doit avoir une forme particulière? Alors, le législateur n'impose pas réellement de forme particulière au document unique. Par contre, le Code du travail impose des critères de lisibilité et de compréhensibilité du document unique. C'est-à-dire que dans le Code du travail, c'est écrit que l'employeur doit informer ses salariés des risques auxquels ils sont exposés de manière compréhensible. Et c'est le mot compréhensible qui est extrêmement important. Ça veut dire, quel que soit le niveau d'instruction du salarié, il faut qu'il puisse comprendre le document unique. C'est pour ça que les documents uniques type usine à gaz, très compliqués, qu'on est obligé de tourner dans tous les sens, c'est terminé et ça ne répond pas aux obligations. Alors pour faire court, la forme du document unique est la plus usitée, la forme papier, ce serait un classeur avec des anneaux. Pourquoi des anneaux? Tout simplement parce que comme les documents sont appelés à mouver, à bouger sans arrêt, À évoluer. et à évoluer bien sûr, et c'est une facilité donc d'ouvrir ce classeur à anneaux et de faire évoluer les documents. Quant à sa forme informatique, il existe plein de logiciels qui sont dédiés aux documents uniques. C'est très intéressant. Par contre, ça oblige l'employeur qui achète un logiciel dédié à former les salariés à l'utilisation du logiciel, sans quoi il y a un délit d'entrave caractérisé, puisque le salarié ne pourrait pas accéder aux documents uniques s'il n'a pas eu cette formation. Alors, donc, dans sa forme informatique, les logiciels courants, OpenOffice ou Word ou Excel sont tout à fait adaptés, quoi. D'accord, donc on va dire qu'effectivement, j'ai sorti un petit peu du cadre qu'on s'était défini parce que on va dire que ce document, il est destiné on va dire, par exemple au CHSCT d'une part, il est destiné à l'entreprise et à sa relation avec le législateur, mais il est avant tout destiné aux salariés quand même. Complètement, c'est une obligation. Il y a une réponse ministérielle qui date d'à peine 2 ans où un député a posé la question au ministre en disant oui, mais moi, quand les employeurs qui disposent d'un document unique et qui ne le diffusent pas, bah, c'est la même sanction que s'il n'y en a pas, quoi, hein. C'est une amende qui est prévue par le code. Oui, il ne s'agit pas d'ouvrir le parapluie, il faut Non. aussi le distribuer à tout le monde. Et de toute Quand façon, même, on ne fait pas de sécurité dans une entreprise sans impliquer les salariés. Donc, à partir du moment où le document unique, c'est le véhicule de la sécurité dans l'entreprise, il faut que tout le monde le conduise. Bien entendu. Donc, quand même, il faut sensibiliser les entreprises. Le premier point, c'est dès le premier salarié. Le deuxième point, c'est que ce document doit être lisible par tout le monde. Tout à fait. Il doit reposer sur une vraie étude des activités de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il doit contenir d'autre, ce fameux document unique? Alors, le document unique, d'abord, sa constitution, c'est, on regarde encore une fois le Code du travail à main gauche, le législateur nous dit que l'employeur doit identifier et évaluer ses risques par unité de travail. Ah, alors le terme d'unité de travail, ça rejoint en fait des gens qui sont dans un lieu de l'entreprise et qui sont exposés tous ensemble au même risque. Donc le travail du consultant, ça va être de prendre de la hauteur, de regarder cette entreprise et de regarder tout ce qu'elle a besoin pour fonctionner. Par exemple, elle a besoin des bureaux. Elle a besoin d'un atelier numéro 1 qui va faire une préparation des pièces, puis d'un atelier numéro 2 qui va faire un traitement spécial de ces pièces, puis d'un magasin. Et dans chaque, comme ça, comme un meuble à tiroir, vois-tu, et dans chaque tiroir, eh bien, on va aller regarder les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés de ce tiroir-là. C'est par unité de travail qu'on doit le faire. Et on peut être un peu plus précis ou Eh bien, par exemple, il faut que si un salarié rentre dans une entreprise et qu'on le met dans telle ou telle unité de travail, il faut qu'on puisse sortir sa fiche, la fiche des risques de l'unité de travail dans laquelle il va travailler, dans laquelle on l'a affecté. C'est une obligation de l'employeur de l'informer des risques auxquels il va être exposé dans son unité de travail. Il s'agit de saucissonner l'entreprise par fonction, d'accord. Voilà. Il ne s'agit pas d'avoir un document global qui permette de s'affranchir de son obligation. Il faut vraiment étudier les fonctions par poste de travail. Ouais. Et
que Ouais, le salarié puisse accéder à la fiche qui tout à concerne le fait. poste sur lequel il va travailler. Si on prend un exemple très simple, une boulangerie, prenons, il y a un magasin d'exposition, les gens sont derrière un comptoir, il y a une vitrine, on reçoit des clients qui viennent acheter leurs baguettes, etc., leur station debout prolongée, il y a des courants d'air, risque d'agression, etc. Ça, c'est une unité de travail. Et puis derrière, il y a le fournil où on fabrique le pain, etc. Les gens du fournil, derrière, ne sont pas exposés au même risque que ceux qui sont dans la vitrine du magasin. Donc, il va falloir ici 2 unités de travail, c'est un exemple. Oui, donc il faut vraiment être très très précis Ah, très sur la, précis. la Ah oui. réalisation. Euh, bon, on sait que la France est un pays qui aime bien les normes, qui aime bien les documents administratifs. J'imagine que la constitution d'un document unique, ça impacte aussi d'autres documents administratifs ou d'autres. Alors la question D'accord. est vraiment très très importante puisque la mise en place d'un document unique dans une entreprise, évidemment, implique forcément la modification d'autres documents, comme par exemple le contrat de travail. Ah bon, pourquoi le contrat de travail? Bah, tout simplement parce que si on regarde par exemple le port des équipements de protection individuelle, dans des métiers comme les métiers qui nous entourent ici, les gens portent des équipements de protection individuelle. Bah oui, mais s'il y a un accident et que la victime n'a pas mis ses chaussures de sécurité, par exemple, s'il y a un accident du travail, qui est responsable? C'est l'employeur. Bah, pourquoi? Parce que c'est écrit dans le code que l'employeur veille à l'utilisation effective des équipements de protection individuelle. Donc il s'agit ici de protéger juridiquement l'employeur. C'est pour ça qu'on va aller retoucher les contrats de travail de manière spécifique en adéquation, à la mettre en adéquation avec les obligations qui sont issues et qui sont inscrites dans le document unique. Hein. C'est un exemple. Un autre exemple, les permis de conduire. Les gens utilisent des véhicules de l'entreprise. Bah oui, mais comment est-ce qu'on fait en tant qu'employeur pour vérifier que le chauffeur a toujours titulaire de son permis? Il a pu très bien se faire retirer son permis de conduire et puis il n'ose pas le dire. Et pourtant, qui va être responsable en cas d'accident? L'employeur. Donc on va aller modifier également le contrat de travail. Et c'est pas tout. Le règlement intérieur, bien sûr, qui sera modifié par la mise en place du document unique, mais également le contrat d'assurance de responsabilité civile qu'il s'agit de mettre en adéquation avec les risques qui ont été réellement identifiés dans l'entreprise. Il ne s'agit pas que le contrat couvre la moitié des risques. Donc voilà. Donc ça impacte forcément de retoucher des documents. Il y a forcément beaucoup d'interactions avec d'autres documents qui concernent l'entreprise. Tout à fait. De la même manière, j'ai compris qu'en fait, c'était un document qui devait se baser sur le réel, sur la Absolument. réalité des choses. Tout à fait. Hein. Donc du coup, ce réel évolue sans arrêt et je suis certain que le document unique, lui aussi, il y a quelques évolutions prévues, non, dans un futur proche. Alors tout à fait, le document unique, il évolue déjà intrinsèquement puisque chaque année, il doit être mis à jour. Donc c'est bien là la preuve de la vocation évolutive du document unique puisque l'entreprise évolue, elle change, elle se crée des nouvelles activités, elle embauche de nouvelles personnes. Et puis aussi, bien sûr, la réglementation qui évolue de son côté, des nouvelles normes, des nouveaux décrets, des nouvelles lois. Et pour 2014, si on prenait l'exemple pour l'année prochaine, et bien sûr, pour les entreprises, de nommer en interne une personne qui sera affectée à la prévention des risques professionnels dans la dite entreprise. Ah, mais oui, alors donc, ces personnes doivent bénéficier d'une formation à la sécurité, mais si l'employeur ne dispose pas des ressources nécessaires en interne, il aura toujours la possibilité d'aller chercher un intervenant en prévention des risques professionnels à l'extérieur, sous réserve que ce dernier soit reconnu, enregistré auprès de la direction du travail, donc susceptible de produire un papier, une inscription bleu-blanc-rouge. Il faut faire très attention parce que là, le législateur a voulu, entre guillemets, assainir un petit peu la profession des intervenants en leur reconnaissant à partir de juillet 2012, 2 ans donc en arrière, une certaine compétence qu'il a fallu démontrer. Oui, oui, je pense que vu la sensibilité du sujet, il était nécessaire que l'entreprise puisse faire appel à des experts et des intervenants Oui. vraiment dont la compétence était vraiment confirmée. Ils peuvent d'ailleurs s'appuyer. On comprend qu'effectivement, vu la complexité du sujet, il est nécessaire pour beaucoup d'entreprises de s'appuyer sur un partenaire extérieur qui est spécialisé. Oui. Donc, j'espère le groupe d'Angers, Oui, puisque oui. le groupe d'Angers est bien placé pour le faire. C'est votre spécialité. Alors c'est notre ce groupe spécialité, bien d'Angers. entendu. On va dire que c'est notre spécialité dans tous les domaines. On est une quinzaine d'ingénieurs avec des compétences totalement complémentaires. Et puis pour donner une petite image un petit peu de ce qu'on peut faire dans un monde ou dans une activité en relation avec notre salon ici, en fait on conseille des enseignes
prestigieuses comme le Crazy Horse, où on est conseiller permanent, une quinzaine de théâtres parisiens, ou alors le groupe Lagardère, chez Lagardère Unlimited, par exemple. Oui, donc le groupe d'Angers intervient donc, on le comprend, dans tous les domaines de l'industrie, mais Oui. avec quand même une spécificité liée au monde de Voilà. l'événement, du spectacle. On connaît bien. On connaît Voilà, bien. une très très bonne connaissance. Oui. La question qui vient naturellement aux lèvres, c'est tout de même, bon, bah, c'est complexe, c'est obligatoire, Oui. ça va coûter quand même un petit peu. Est-ce que les entreprises peuvent avoir une visibilité? Oui. Bien entendu, j'imagine que ça dépend du profil de l'entreprise, mais Tout à fait. ça coûte de l'argent quand même. Bien sûr, plus le document unique est complexe, plus il fait appel à des compétences pointues et spécifiques, évidemment, plus le coût s'en ressent. Alors, et ça dépend donc de l'entreprise. Le coût dépend donc de l'entreprise, de sa spécificité, de ce qu'elle a déjà mis en œuvre, elle, parce que les entreprises font aussi beaucoup de prévention en interne sans même le savoir. N'est-ce pas? C'est de la prose, M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Alors ça dépend, le coût, bien sûr, ça dépend de la spécificité de l'entreprise, mais il y a également des incitations financières importantes qui sont prévues et que beaucoup de chefs d'entreprise méconnaissent. Par exemple, des réductions sur les cotisations d'accidents du travail, maladies professionnelles. Ah oui, quand vous avez un document unique, encore mieux s'il est fait par quelqu'un qui est agréé par la direction du travail, eh bien vous êtes susceptible, il y a des procédures de demande de ristourne qui sont prévues par les caisses de sécurité sociale. Ici, ce serait la CRAMIF, la Caisse d'Île-de-France, mais ce n'est pas tout. Il y a encore, à partir du moment où l'entreprise va faire des investissements susceptibles d'améliorer la sécurité au travail dans son entreprise, des aides financières simplifiées qui peuvent aller jusqu'à 25 000 euros par an et par entreprise. Encore faut-il disposer d'un document unique. C'est une condition sine qua non. Oui, on le comprend, le document unique est obligatoire. Il doit faire l'objet d'une vraie étude. Oui. Il doit reprendre toutes les fonctions de l'entreprise et spécifier les risques par poste de travail. Par unité de travail. Par unité de travail. Oui. Il doit être mis en coordination, en conjonction avec les autres documents, notamment par exemple le contrat de travail de l'entreprise. Il est nettement préférable de faire appel à un expert agréé, donc agréé, toujours, attention. Toujours par l'inspection du travail. Toujours vérifier l'agrément de l'expert. Oui. Et donc, naturellement, cet agrément permettra à l'entreprise de bénéficier d'incitations financières, tout à fait. Un bonus, en fait, on va dire, qui lui permettra de faire passer ce coût de manière beaucoup plus favorable et facilement dans l'intérêt de son salaire. Et rappelons-le, c'est une obligation dont le non-respect peut avoir des conséquences très absolument importantes. Considérables, notamment au titre de la faute inexcusable. On va remercier François d'Angers du groupe d'Angers. Donc on peut retrouver toutes les coordonnées de François. Alors le groupe, on va rappeler ton site web. Oh, c'est simple, il faut taper groupe d'Angers sur n'importe quel moteur de recherche. On y arrive directement. Effectivement, on trouve facilement le groupe d'Angers sur tous les moteurs de recherche. On peut retrouver la fiche de François aussi sur event.tv. Je te renouvelle mes remerciements pour nous apporter ton savoir et nous faire partager ta compétence. Maintenant,